Bonjour et bienvenue pour notre nouvelle émission dédiée à l'immobilier, des conseils, des infos pratiques. On va vous donner plein de tuyaux aujourd'hui, comme d'habitude, avec notre notaire qui reviendra sur les frais de notaire. Comment se décompose-t-il? C'est toujours intéressant de le savoir. On ira aussi découvrir un chauffage à géothermie dans une petite fermette. Et notre expert viendra ici en plateau pour nous parler de rénovation énergétique. Il est plombier chauffagiste. On va aussi dans un instant donner la parole à Ludovic Couder. Bonjour Ludovic, vous êtes courtier immobilier. On va parler d'assurance emprunteur et je suis sûre que ça va intéresser pas mal de monde. Il y a encore plein de choses à apprendre quand on veut financer un bien immobilier, mais on va commencer tout de suite avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Vanessa. Et avec la météo Immonote. Alors, quelle est la météo des taux de crédit peut-être pour commencer Nathalie? Oui, alors vous avez pu constater comme il a fait beau en ce mois d'octobre, ça a été exceptionnel. Pour les taux de crédit, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il dégringole depuis le mois de janvier. Et ça, c'est bon pour votre pouvoir d'achat immobilier parce que lui, il grimpe. C'est bon pour les particuliers qui veulent acheter. Qui veulent acheter ou investir. Toute durée confondue en moyenne, nous sommes à 2,65%, taux fixe moyen. Où peut-on négocier les crédits, les meilleurs crédits en regardant la carte? Donc il s'agit des taux de crédit sur 15 ans. Vous constatez que c'est dans le sud-ouest, ils sont à 2,30 comme le mois précédent. À l'inverse, ils grimpent dans le sud-est, dans l'est et dans l'ouest. Voilà, donc des très bonnes conditions pour acheter. Comme d'habitude, ça fait un petit moment que c'est depuis janvier. Ça. Depuis janvier, voilà. Et au sujet des prix immobiliers, c'est pareil, c'est une bonne météo pour ceux qui veulent investir ou acheter? Oui, les prix immobiliers font toujours le grand écart. Selon les derniers chiffres des notaires, ils ont reculé de 1,3% en un an. Ça, c'est concernant les logements anciens. Si vous regardez la carte donc, qui concerne cette fois-ci les prix des appartements dans l'ancien, vous allez voir que dans des villes comme Paris, Limoges ou Toulouse, les prix se sont stabilisés. Paris, toujours la ville la plus chère, 8 120 € le mètre carré. Loin devant Bordeaux, 2 928 € le mètre carré. Et parmi les villes les moins chères, Limoges décroche la palme avec 1 272 € le mètre carré. Alors justement, on va peut-être revenir sur ces deux opposés. Comment se porte le marché immobilier à Paris, là où c'est a priori le plus cher, effectivement? Alors à Paris, selon les derniers chiffres des notaires, les prix ont reculé de 1,4%. En fait, c'est en Île-de-France. Les biens avec défaut sont évincés du marché. Par contre, ce qui se vend bien, ce sont les petites et les moyennes surfaces, car cela constitue des biens idéaux pour un pied-à-terre ou un logement pour un enfant étudiant. Oui, et puis pour les investisseurs, bien sûr. Et voilà, mais les acquéreurs semblent avoir la main, ils ont toujours la main et cela ne semble pas prêt de changer. Et à Limoges, alors, comment se porte le marché immobilier? Alors à Limoges, le parc immobilier est essentiellement constitué de constructions datant des années 70. L'offre n'est pas forcément adaptée à la demande. On constate que les délais de vente se sont allongés, ils sont supérieurs à 6 mois. Les biens avec travaux se vendent difficilement. Si les vendeurs veulent vendre, il faut qu'ils soient prêts à négocier. Eh bien, merci pour ces conseils, Nathalie. On passe la parole maintenant à Ludovic Couder. Alors, vous êtes courtier immobilier à Brive, donc en Corrèze. À quoi sert l'assurance emprunteur, Ludovic? Alors, le rôle de l'assurance emprunteur, c'est fait pour garantir au prêteur, donc à la banque, la certitude en cas de problème de santé notamment ou d'accident, que le prêt soit soldé. Donc ça, c'est la première sécurité. Donc du coup, la banque dit les clients sont assurés, donc je peux prêter puisque de toute façon, j'ai une garantie derrière. Donc ça, c'est la première des choses. Et en deuxième temps, c'est évidemment une sécurité pour le client, puisque c'est la certitude pour lui aussi que s'il y a quelque chose de grave, son bien peut être fini de payer, entre guillemets, pour que en fait, ses héritiers ou quelqu'un qui est marié, son conjoint, puisse bénéficier du bien sans avoir de crédit et de mensualité à payer. Quelque chose de grave, ça peut être un accident, bien sûr, une incapacité physique. Les garanties généralement données sur ce type de contrat, c'est le décès, évidemment. Ensuite, une garantie qu'on appelle la PTIA, donc c'est la perte totale et irréversible d'autonomie, c'est de l'invalidité à 100%, et de l'incapacité de travail, c'est-à-dire je suis en arrêt pour une raison X ou Y, on paie ma mensualité à ma place. Est-ce que c'est obligatoire de souscrire à une assurance emprunteur? Alors, il n'y a pas d'obligation. Les banques insistent fortement, c'est vraiment dans des cas particuliers où il n'y a pas d'assurance. Un exemple, quelqu'un qui a un patrimoine financier important, qui veut mettre en garantie, par exemple, le montant d'épargne, on va dire, en face du bien, là, la banque peut éventuellement dire, voilà, on peut faire ce prêt sans assurance, même si ce n'est pas toujours un très bon calcul. On fait surtout ce type de montage pour des gens qui ont 60, 65 ans, qui désirent acheter un billet sur une durée courte, parce que là, évidemment, les assurances coûtent cher, donc du coup, on n'en fait pas parce qu'il y a que ça en face, quoi.
Mais sinon, c'est quand même fortement recommandé. Et dans la majorité des cas, en fait, il y a une assurance. On va dire à 95% des cas, une assurance, oui. Alors, la question aussi, c'est est-ce qu'on est libre de choisir son assurance? Parce que souvent, quand on va dans une banque et qu'on fait un emprunt dans une banque, c'est un pack global. Il y a l'assurance qui est fournie dedans. Tout à fait. Alors, c'est très récent, hein, c'est la loi Lagarde. Alors, la mise en place, c'est le 1er septembre 2010, la mise en vigueur, en fait. Aujourd'hui, par cette loi, toute personne souscrivant un crédit et qui veut s'assurer peut prendre son assurance où il le souhaite. Dans les faits, c'est un petit peu différent parce qu'en effet, les banques vendent le tout avec une assurance, avec une garantie, etc. Donc sur quelque chose d'un petit peu globalisé. Donc ils n'apprécient pas toujours qu'on fasse des assurances externes à la banque. Maintenant, ils y viennent de plus en plus parce que les gens sont renseignés. Généralement, ça peut faire partie d'une économie et auquel cas, ils vont vers ça plutôt que vers l'assurance bancaire. Donc on arrive à de plus en plus de souplesse. Nous, par exemple, à Brive, aujourd'hui, sur le volume de crédit qu'on a fait, on est à peu près à 35% avec des assurances externes. Donc, c'est-à-dire un prêt sur 3. Mais finalement, c'est encore peut-être assez méconnu. C'est bien d'en reparler. Ça commence à aller de plus en plus vers l'avant. Donc, je pense qu'à terme, d'ici 2-3 ans, on sera plus de la moitié des prêts qui sont faits avec des assurances externes. En revanche, il faut, je crois, pour en tout cas certaines banques, que les garanties soient les mêmes. Si on va prendre une assurance ailleurs que dans la banque, que celle proposée par la banque, il faut que les garanties soient les mêmes. Les banques aujourd'hui nous disent pour une assurance externe, il faut au moins qu'il y ait des garanties équivalentes. Ce qui paraît logique de toute façon. Après, on n'est pas trop gêné là-dessus parce que généralement, les assurances externes sont d'aussi bonne qualité, voire meilleures que ce que font au niveau du monde bancaire. Donc, du coup, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on a intérêt à faire jouer la concurrence, quoi qu'il en soit. Bien sûr, toujours. Hein, de toute façon, que ce soit au niveau du prêt, auprès de telle banque ou telle banque, évidemment, c'est toujours intéressant de se renseigner. Et au niveau des assurances, pareil. Après, on se rend compte que c'est plutôt les critères, hein, donc des gens qui ont une profession à risque, par exemple, où là, il y a des compagnies qui vont être meilleures que d'autres sur différents profils. Voilà. Mais sinon, de manière générale, sur un cas classique, on est quasiment à chaque fois meilleur que le monde bancaire. En fonction de l'âge, évidemment, hein, quelqu'un qui a 25 ans, il n'y aura pas de problème. Quelqu'un qui a 55 ans, ça tend à devenir quasi équivalent à ce que fait le monde bancaire au niveau du coût. Et comment est calculé le montant de cette assurance? Alors, il y a deux principes de calcul. Le premier, c'est ce qu'on appelle les contrats sur le capital initial, c'est-à-dire en fait c'est le montant emprunté à l'origine multiplié par un taux égal temps. Les clients payent tout le temps la même chose. Et ensuite, il y a un autre principe de calcul, c'est sur le capital restant dû, c'est-à-dire les gens remboursent leur crédit tous les ans, enfin tous les mois, mais tous les ans, nous, on baisse le capital emprunté puisqu'il a été remboursé. Et là, il y a un recalcul qu'on connaît à l'avance, et donc du coup, la mensualité change tous les ans. Après, c'est juste de voir ce qui est le plus économique sur les deux, simplement. Eh ben merci pour toutes ces infos, Ludovic. Il n'y a pas de souci. Donc, faites jouer la concurrence, voilà, moi je retiens surtout ça. Merci à tous les deux. Je vous propose maintenant de partir dans une petite fermette en Corrèze pour découvrir un chauffage à géothermie. Regardez. Nous sommes sur la commune de Saint-Mémin, sur une maison dont la surface est de 150 mètres carrés. C'est une rénovation que les clients ont voulu le plus écologique possible. Donc ils ont choisi la géothermie pour système de chauffage avec donc circulation d'eau chaude et pose de radiateurs à l'intérieur de leur maison. Ici, c'est la zone qu'on appelle la zone de captage. Donc on a deux puits qui font 90 mètres de profondeur et qui permettent de venir récupérer les calories qui viennent du soleil et qui viennent réchauffer la terre. Il y a 10 radiateurs dans la maison en fait et le choix s'est orienté sur nos conseils vers des radiateurs qui sont des radiateurs de grande surface pour que justement on soit bien adapté à la température d'eau d'une géothermie. Donc on a privilégié des grandes surfaces de radiateurs, c'est pour ça qu'on a fait le choix de ces radiateurs de type verticaux. Les frais de consommation de la maison ont été évalués à 700 € par an en consommation électrique pour le chauffage. Et l'investissement total sur l'ensemble du chauffage a été de 18 000 € tout compris. Remettre du chauffage dans une maison qui est assez ancienne, en rénovation, ça implique d'envisager toutes les caractéristiques de la maison et surtout de parler d'isolation. Donc comme 50% de ce qui s'en va d'une maison passe par les toits, ici on a retravaillé
toute l'isolation des toits avant de finir les pièces. L'énergie la moins chère est celle qu'on n'a pas consommée, donc avant de dépenser de l'énergie, il faut faire attention d'en consommer le moins possible. Et de retour sur le plateau d'Hôtel Imo, Maître Gane, bonjour. Bonjour. Nous allons parler dans quelques instants des frais de notaire. Et on a le plaisir de retrouver ici sur le plateau, après l'avoir découvert en images, Jean-Michel Treille. Bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes donc entrepreneur en rénovation, plombier et chauffagiste depuis plus de 30 ans. Alors j'imagine que le métier a peut-être un petit peu évolué. Aujourd'hui, vos clients, qu'est-ce qu'ils vous demandent en premier ? Nos clients ils nous demandent d'abord un conseil et notre avis sur la manière de rénover un bien, d'installer du chauffage, d'installer du confort dans une maison. Donc on leur apporte déjà ce conseil et on voit avec eux quelle est la meilleure manière d'arriver à une rénovation énergétique de qualité qui va leur coûter un bon prix et qui va leur permettre d'économiser l'énergie. Et la facture, du coup. Eh ben oui. Voilà. Alors il y a un label qui existe depuis quelques années, c'est le label RGE, reconnu garant de l'environnement. C'est un label qui est accolé aux artisans. Ce label a été créé, il s'appelait avant reconnu Grenelle de l'environnement. Il a évolué vers le garant de l'environnement. Ouais. Et c'est un label qui garantit pour le particulier d'avoir une rénovation énergétique en bonne et due forme et qui lui permet d'avoir du résultat énergétique. Donc c'est plutôt une bonne chose pour les particuliers ? C'est une bonne chose pour les particuliers et c'est une bonne chose aussi pour, à mon avis, pour les entreprises artisanales parce que ça leur permet d'avoir une qualité de travail et une qualité dans la rénovation énergétique. Alors là, on parle du marché de la rénovation, parce que le marché du neuf, c'est un petit peu différent. Est-ce que vous avez suivi une formation par rapport à ce label ? Parce que voilà, il y a des nouvelles choses, il y a des nouveaux types de chauffage aussi qui ont émergé depuis ces dernières années. Alors il est impératif pour une entreprise artisanale de suivre une formation. Ça s'appelle une formation FIBAT, formation aux économies d'énergie dans les bâtiments. Et cette formation, elle est dispensée à peu près sur une semaine. Elle est sanctionnée par un petit diplôme qui permet d'appréhender correctement toutes les évolutions technologiques qui ont permis d'arriver à des résultats importants dans la rénovation énergétique et dans l'économie d'énergie. Donc une fois que vous faites cette formation, vous pouvez avoir ce label RGE. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir quand on est un artisan comme vous pour faire cette formation ? Il faut donc être artisan, être inscrit au registre des métiers, s'inscrire dans cette formation et puis la formation, comme je le disais précédemment, est sanctionnée par un petit examen qui permet de voir si vous avez validé les connaissances. C'est une validation de connaissances. Donc il y a quand même un petit examen, effectivement. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire, à votre avis, que les artisans qui n'ont pas ce label aujourd'hui, qui n'évoluent pas vers ce label, vont peut-être disparaître ? Comment vous voyez l'avenir de votre profession dans le marché de la rénovation ? Ces artisans ne disparaîtront pas. Par contre, donc à partir de 2015, il sera difficile pour quelqu'un qui voudra accéder à, par exemple, un prêt à taux zéro vis-à-vis d'une banque et qui n'a pas en face d'elle un artisan qui répond au label RGE, si ça lui sera difficile d'avoir son prêt. Donc les entreprises artisanales ont intérêt à évoluer vers ce label garant de l'environnement. Donc vous conseillez à vos confrères d'y aller. Tout à fait. Alors on parle aussi d'éco-artisan, RGE, est-ce qu'il y a une différence ? Alors éco-artisan, c'est en fait une marque qui a été créée par une organisation professionnelle qui s'appelle la CAPEB, à laquelle j'appartiens, et cette marque permet donc d'être reconnue garant de l'environnement. C'est une charte de qualité, une charte de bonne conduite par rapport à l'environnement et aux capacités du professionnel à effectuer un travail de qualité. Donc on peut conseiller en tout cas aux particuliers qui nous regardent de se tourner vers des artisans qui sont éco-artisans ou alors qui sont labellisés RGE. Exactement, il y a un site donc éco-artisan qui est dédié à ce niveau-là. Merci beaucoup Jean-Michel pour ces infos. On termine avec notre parole de notaire et Maître Gane qu'on retrouve avec plaisir. Alors on va réaborder, on en avait déjà un petit peu parlé, les frais de notaire. On ne sait pas forcément toujours ce que ça recouvre. Alors qu'est-ce que ça comprend les frais de notaire ? Les frais de notaire comprennent plusieurs choses. Je vous remercie d'ailleurs de me reposer la question après une petite évolution des choses et
une petite volonté du gouvernement de vouloir un peu changer les choses. Effectivement, vous avez, dans l'actualité, on voit bien que nous sommes dans les professions réglementées. Alors justement, ces frais notaires, comme vous les appelez, je ne pense pas qu'ils fassent l'objet du débat, puisqu'en fait, aujourd'hui, ils permettent d'avoir un accès libre à chacun et au même coût partout en France. Donc l'accès à la propriété. Donc je ne pense pas que ce soit l'objet du débat. On s'inquiète plutôt sur une transformation de notre droit latin en droit anglo-saxon. Alors pour reprendre les frais d'acquisition... Ça c'était le petit clin d'œil et l'actu oui, voilà. notaire. Voilà. Les frais d'acquisition qui sont improprement appelés frais notaires, en fait ce sont des frais qui sont payés lorsque l'on achète et ils sont payés par l'acquéreur. Alors ces frais ne reviennent bien sûr ni au vendeur ni au notaire pour la plupart de ces frais. Alors comment est-ce qu'ils sont redistribués ces frais? Alors, pourquoi cette imprécision de langage veut dire frais notaires? Tout simplement parce qu'en fait, le notaire va recouvrir l'ensemble des frais, donc notamment les honoraires, les formalités, les débours et surtout les taxes de l'État qui constituent plus de 80% de ces frais. Qui avait un petit peu augmenté il y a quelques mois d'ailleurs. Exactement, au mois d'avril, nous avons eu une augmentation de la taxe départementale qui était de 0,70%. D'accord. On a quelques exemples. On va voir des petits PDF là. Avec, Alors, justement, on va comprendre comment sont répartis ces frais. Voilà, donc pour les frais d'acte, pour une maison de 50 000 €, on voit en Limousin, puisque suivant les régions, il y a des taxes qui sont différentes, on voit qu'on a un coût de frais d'acte de 5 145 €, dont des frais de notaire pour 796 € hors taxe, une taxe de contribution immobilière pour 50 €, la taxe de publicité foncière pour 2 903 € et des frais de formalité de débours pour 1 236 €. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une répartition et qu'il y a 18,57% qui reviennent à l'étude et au notaire. On peut voir d'autres exemples avec voilà, sur, 100 000 € par exemple. Voilà, c'est important parce que sur 100 000 €, vous voyez que les frais sont de 8 626, 1 236 pour la part revenant au notaire, toujours les taxes de l'État pour un montant de 5 807 € et les formalités des baux qui sont toujours les mêmes. Hein, maison ou appartement d'ailleurs, ça revient au même? C'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. D'accord, et puis un dernier exemple peut-être? Voilà, de 200 000 €, vous avez des frais de 15 523 € pour un montant de 2 061 qui reviennent à l'étude et au notaire, 11 613 € de taxes de publicité foncière et toujours nos frais de formalité et débours de 1 236 €. En moyenne, ces frais, on peut dire que c'est quoi? C'est moins de 10% du prix d'achat? Alors voilà, c'est pour ça que quand j'insiste sur le fait des débours et formalités qui restent les mêmes, il est difficile de parler de moyenne puisque nous avons des frais qui sont fixes et des frais qui sont proportionnels. Donc quand vous faites la comparaison sur le prix de 50 000 et sur le prix de 200 000, vous voyez qu'on ne peut pas sortir un pourcentage qui est défini. C'est assez difficile. Donc on utilise pour ça des barèmes qu'on peut trouver sur de nombreux sites. Certains ne sont pas toujours fiables et ne tiennent pas compte de cette augmentation de 0,70. Mais en règle générale, je vous invite soit à consulter votre notaire. Alors, il n'y a pas de concurrence non plus entre les notaires? Non. Alors ça aussi, c'est une idée reçue auquel il faut tordre le cou. C'est que généralement, quand vous appelez une étude, on vous donne une évaluation des frais via un barème. Il suffit qu'on ait des barèmes qui soient différents pour avoir quelques centaines d'euros de différence. À la fin, votre facture sera toujours la même et vous paierez les mêmes frais partout. Merci beaucoup, Maître Gagne, pour ces précisions. Vous pouvez évidemment avoir plus d'infos sur l'immobilier d'une façon générale sur le site imonote.com qui s'affiche en bas de l'écran. Et puis vous pouvez aller sur notre site telim.tv pour voir et revoir cette émission et la partager bien sûr au plus grand nombre. Merci beaucoup et à bientôt.